J'ai une question du coup qui n'a pas de cible, mais qui s'adresse plutôt à tous les intervenants en fait concernant la consécration du principe pollueur-payeur. À les attendre tous, bon, il s'agit plutôt d'un principe qui est consacré, oui, mais à une définition qui semble être un peu zizanique, dès lors que la doctrine a essayé un peu de dégager bon, une lumière, mais bon, selon ce que j'ai écouté. Et à entendre aussi les propos des intervenants, je pense que c'est un principe qui a finalement été diabolisé par la doctrine, en fait. Et la doctrine n'a rien trouvé du bon dans ce principe. Un principe qui, à mon avis, je pense que, bon, il est vrai qu'il est là, en fait, mais qui favorise plutôt la délinquance environnementale. Je m'explique comment il favorise la délinquance environnementale dès lors que les pollueurs n'ont pas de choix, en fait, que continuer à émettre des pollutions, dès lors qu'il estime en pesant les coûts qu'il doit supporter par rapport aux gains qu'il tire de la pollution. Du coup, c'est moins que ce qu'il gagne en émettant des pollutions. Du coup, ça favorise plutôt la pollution. Et enfin, je résume les derniers propos de Madame Florence, qui a dit qu'un principe d'ailleurs qui est limité, tant de lui-même, mais également des outils qui s'en inspirent. Face à tout ça et par rapport à ces propos, en fait, et à ces trucs, et à ces critiques qui ont été énoncées à l'encontre de ce principe, je me pose une question juste de curiosité. Que devons-nous finalement retenir des biens de ce principe ou soit des leçons? Qu'est-ce que ce principe, en fait, a apporté des biens en matière de droit ou soit de protection de l'environnement? Et du coup, en fait, si du moins c'est un principe qui a été diabolisé et qui n'a rien du bien, je me pose la question de savoir que prendre, en fait, sans considération un remplacement de ce principe pour pouvoir mettre en place un cadre, disons, efficace de réparation de dommages environnementaux. Merci beaucoup. Oui. Moi, je suis un peu perplexe finalement après cette journée. Je me demande si, en gros, je me demande si, notamment, on a beaucoup parlé du carbone, j'en ai parlé bien sûr moi aussi du CO2. Je me demande si justement, c'est pas, est-ce que d'abord c'est de la pollution? C'est toujours un problème, c'est que de toute façon le CO2 c'est complètement intrinsèquement lié aux activités humaines. Nous émettons du CO2 dans cette pièce quand nous respirons, les plantes émettent du CO2, etc., etc. Donc il y a des problèmes de CO2 en excédent, j'en ai parlé. Est-ce que, et de toute façon, comme j'ai essayé de le dire dans mon intervention, la question, le CO2, les implications des excédents de CO2 liés à une accumulation de flux sur un stock croissant font que, de toute façon, la question des dégâts, la question des dommages, est une question qui maintenant, comment dire, est pratiquement irréparable. Donc, si derrière le principe pollueur-payeur, il y a cette idée de réparation, sortons le CO2, sortons le CO2 du champ du pollueur-payeur. Disons, adoptons d'autres instruments qui peuvent être de la réglementation, interdiction, qui peuvent être effectivement des taxes, etc. Mais nous sortons complètement de cette logique, disons, puisque la question des réparations va être incommensurable de ce point de vue. J'aurais tendance à pas être tout à fait, à pas dire la même chose sur la biodiversité. Je pense que sur la biodiversité, on a, mis à part la biodiversité remarquable, qui d'ailleurs, quand vous regardez je pense au rapport qu'on appelait, comment il s'appelait, Bernard Chevassier-Louis et son équipe, ils avaient effectivement, quand ils avaient cherché à estimer la valeur économique de la biodiversité, ils avaient dit, bon, tout ce qui est biodiversité remarquable, on la sort, c'est pas dans le champ d'analyse économique. Donc, effectivement, ça ne se compensera pas, il n'y aura pas de prix, il n'y aura pas de valeur. Par contre, sur des éléments très locaux, on peut avoir de la compensation, effectivement, parce que c'est réversible et on est sur des choses qui sont cernées. Je suis étonné, d'ailleurs, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de marché de la biodiversité, je ne crois pas du tout. Je pense que quand la compensation biodiversité en France ne fait pas appel à la monnaie, bah, il y a des coûts, bien sûr, évidemment. La SNCF paye un opérateur pour aller restaurer un écosystème, mais c'est pas fongible, c'est pas échangeable, il n'y a pas de monnaie, et ça doit être fait localement. Donc ça correspond, enfin, en tout cas, je sais pas, on a un débat entre juristes et économistes peut-être, mais ça correspond pour moi absolument pas à ce que c'est qu'un marché, et je trouve que c'est une erreur. Là où on peut parler de marché, c'est éventuellement aux États-Unis avec les mitigation banks qui font des crédits de biodiversité,
Et encore, là, encore une fois, ils ne sont pas fongibles. Les crédits de biodiversité, c'est de la monnaie spécifique qui n'est même pas échangeable. C'est-à-dire quand vous foutez en l'air une zone humide, vous ne pouvez pas compenser avec des crédits pour une forêt de montagne. Voilà, il faut compenser avec des crédits de zone humide. Donc, voilà, on est dans un hybride de ce point de vue entre le marché et les hiérarchies, pour prendre un article de collègue il y a quelques années. Donc voilà, je pense qu'il y a un point particulier pour le CO2, pour le climat, et après, ça se gère pas de la même manière que la biodiversité ou que les autres choses. Une autre question. Merci beaucoup pour tous ces exposés très intéressants. Voilà, c'était pour moi très intéressant de voir les différents points de vue sur ce principe de pollueur-payeur. Et j'ai peut-être une petite question qui va paraître un petit peu technique et juridique pour moi qui suis fiscaliste à la base. Et je me demandais si vous n'aviez pas le sentiment, en fait, que le principe pollueur-payeur peut être efficace, mais que ce sont les outils de politique publique qui sont mobilisés pour le réaliser qui ne sont pas justement les bons, suivant les objectifs. Alors j'avais pris deux exemples pour illustrer. Est-ce que vraiment le but de l'UETS, du système d'échange de quotas carbone, c'est d'avoir un prix sur le carbone? Et même chose, est-ce qu'en fait, si on veut limiter les perturbateurs endocriniens, le meilleur outil, c'est la taxe? Voilà, c'est juste une réflexion que je lance. Une dernière peut-être, et puis bonjour à tous, merci pour la conférence. Je suis Sandra Gênes, je suis coordinatrice de la coalition EDC for Europe, qui rassemble environ 70 ONG qui travaillent sur les perturbateurs endocriniens. Je pense qu'Hélène l'a évoqué avant sur la question des PFAS. Je crois que c'est quand même intéressant de voir les récents développements, par exemple avec la situation à Lyon, où là, les entreprises suspectés responsables ont quand même pris l'initiative maintenant de dire que les jardins familiaux qu'ils avaient mis à disposition pour leurs employés ou les ouvriers au niveau local ne devaient plus être utilisés. Et là, avec certains développements récents autour de la question de PFAS, je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'on va pouvoir avoir des éléments, aussi avec la cartographie qui a été faite, des éléments qui enfin vont pouvoir nous faire avancer voilà, d'un point de vue de recours juridique ou de crainte des pollueurs d'avoir à payer et d'avoir à payer des fois des sommes qui vont être aussi phénoménales comme on l'a pu voir aux États-Unis. Merci beaucoup. Je demande aux intervenants de répondre rapidement parce que ça me rappelle les années de fac de droit, en fait, cette heure qui dure depuis 3 heures. C'est bien, mais long. Je me permets de commencer ce que c'est un peu apprendre. Juste je pense qu'il faut vraiment distinguer dans le principe pollueur-payeur la notion de réparation de celle d'incitation à réduire les émissions. Sinon, on ne se comprend vraiment pas. Je ne sais pas si c'est une incompréhension où il y a plutôt les économistes d'un côté de la compréhension et plutôt les juristes de l'autre, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il faut mettre ça au clair dès le départ. Et pour rebondir aussi sur notre question, le but de l'UTS, ça ne peut pas être d'avoir un prix, ça peut être que de réduire les émissions. Donc le principal, c'est le cap, le plafond d'émissions. Le trade qui génère le prix, ce n'est qu'un moyen qui, dans l'esprit, est au service de cette fin. Et est-ce que ça ne l'est vraiment ou pas, ça c'est un autre débat. Merci beaucoup pour tous ces débats passionnants et à la prochaine, j'espère. Merci. Allez-y. Alors, peut-être réunir vos deux questions, parce que finalement, elles se rejoignent assez largement qui interroge finalement l'effectivité du principe pollueur-payeur. Puisque vous disiez quel est finalement son intérêt, moi je crois que la question mérite d'être posée, et surtout la question finalement de sa plus-value par rapport au principe de prévention, et le fait de savoir s'il ne serait pas plus intéressant, et certains juristes d'ailleurs ont fait cette proposition, hein, de renforcer la mise en œuvre du principe de prévention plutôt que de défendre ce principe pollueur-payeur qui manifeste beaucoup de lacunes. C'est assez évident. Maintenant, il reste malgré tout intéressant, notamment
dans l'ouvrage, enfin dans le colloque que nous avons fait dans notre ouvrage, Olivier Suterlin, qui a notamment écrit un fascicule du juriste classeur sur le principe pollueur-payeur, explique que son intérêt, c'est quand même finalement l'intérêt de cette logique économique, c'est notamment le fait que le pollueur n'est pas forcément le responsable, uniquement le responsable de la pollution au sens strictement juridique du terme, mais l'acteur économique sur lequel il est le plus efficace d'agir pour qu'il en supporte le coût de la pollution. Donc de ce point de vue-là, il y a un intérêt, il y a une logique d'efficacité économique qui finalement peut être intéressante. Alors maintenant, sur la question d'une fois de plus de l'effectivité, de l'efficacité, ça c'est une question qui traverse l'ensemble du droit de l'environnement. Il n'y a pas que le principe pollueur-payeur, très malheureusement, qu'on pourrait mettre en cause si on pense aux autres principes du droit de l'environnement. Il y a aussi, de manière générale, mais je parle essentiellement, enfin, je parle pour le droit interne, mais malheureusement, le droit international souffre aussi, comme on ne le voit que trop, d'une absence assez importante d'effectivité. C'est peut-être un petit peu mieux pour le droit de l'UE. Quoique, le droit de l'environnement souffre de manière générale d'une absence d'effectivité parce qu'il y a effectivement des principes. Le droit de l'environnement est empli finalement de principes, de symboles, et du point de vue de la mise en œuvre, il y a beaucoup effectivement de limites. Parce qu'il y a aussi une volonté politique qui fait défaut. Par exemple, sur la question des redevances ou de la taxation, on sait que le principe pollueur-payeur ne peut avoir un effet que s'il y a un certain niveau de taxation. Et que pour l'instant, il n'a pas été très efficace parce qu'effectivement, les taxes, le niveau de redevance de taxes est tellement faible que je crois que c'est la Cour des comptes qui disait en matière d'eau, c'est quasiment une incitation à polluer. Voilà, donc effectivement, là, ce n'est pas le droit qui en est responsable, ce n'est pas le principe pollueur-payeur tel qu'il figure dans les textes qui en est responsable. C'est les gens qui décident en fait que le niveau de la redevance ou que le niveau de la taxe sera tellement faible finalement qu'il sera, et ça rejoint ce que vous disiez, hein, c'est très intéressant d'ailleurs que vous l'expliquiez, ça pouvait même mettre en difficulté certaines personnes qui, dans l'entreprise, souhaiteraient finalement des politiques plus ambitieuses. C'est effectivement là une volonté à un moment politique de décider que le niveau de redevance, que le niveau de taxe sera faible parce qu'on craint effectivement que les entreprises, les délocalisations d'entreprises, etc., enfin, un nombre d'arguments économiques qui peut-être, sans doute, tiennent de moins en moins la route. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Et juste sur le marché d'unité de biodiversité, bien sûr qu'il existe, en tout cas d'un point de vue juridique. Je vous renvoie donc à la contribution de mon collègue, de Marius Combe, hein, qui a consacré une thèse à ce sujet. Donc d'un point de vue juridique, en tout cas, le marché d'unité de biodiversité existe. Je me permets de rebondir un instant sur ce que vous venez de dire, en disant que est-ce que c'est le principe tel qu'inscrit dans le droit qui est responsable de faible niveau de taxe ou pas. L'hypothèse qu'on pourrait émettre, c'est que la raison du faible niveau de taxe ou de fiscalité vient des origines économiques, des fondements économiques aussi du principe, parce que si le point de départ, c'est d'avoir cherché à évaluer et monétiser l'impact environnemental, on peut se retrouver avec un niveau de taxe qui va pas jouer son rôle incitatif. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer dans le domaine des déchets, avec la responsabilité élargie du producteur. Comme le point de départ, c'est de chiffrer combien ça coûte de gérer le déchet, on se retrouve avec des éco-contributions. Alors, ce n'est pas rigoureusement des taxes, mais bon, en l'occurrence, là, dans ce mécanisme-là, ce sont des éco-contributions qui ne reflètent que le coût de la fin de vie, de prise en charge des déchets, et pas du tout l'ensemble du cycle de vie, et qui sont absolument pas incitatifs parce que leur montant est du coup, enfin voilà, j'avance cette hypothèse que c'est peut-être en partie le fait qu'on cherche à coller à une forme d'évaluation, monétisation des impacts dont on a vu que pour d'autres enjeux, ils étaient incommensurables. Donc, bref, je relaisse la parole. Oui, juste rapidement, pour compléter, je pense que quand même de jeter le principe pollueur-payeur à la poubelle, mais quand même pas, enfin, je pense que c'est quand même un principe qui a quand même des avantages, notamment par rapport au principe de prévention.
celui de vraiment dire que c'est le pollueur qui doit payer pour les mesures de prévention, ce qui n'est pas le cas dans le principe de prévention si on le prend seul. Et après, oui, pour moi, c'est une question aussi de... Enfin, première chose, effectivement, ne pas considérer que parce qu'on a un principe pollueur-payeur, on admet tout type de pollution sous réserve que derrière, il y a une compensation. Et la deuxième chose, c'est effectivement les bons outils, les bons niveaux de sanctions, d'incitation financière, qui n'est absolument pas le cas sur la REP, et qui en plus derrière est payé. On me disait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, mais le fait de s'interroger sur qui finalement, enfin, qui in fine paie le coût d'une taxe, est-ce que c'est vraiment le metteur sur le marché ou l'industriel exploitant de l'industrie, ou est-ce que c'est le consommateur final? Dans le cas des déchets, c'est le consommateur final et avec aucune possibilité de se reporter sur des produits qui sont très différents puisque tous les producteurs payent l'éco-contribution et que les systèmes de bonus-malus fonctionnent très mal. Donc, à mon sens, c'est plus une question de, effectivement, d'outils et de ne pas prendre pour acquis le fait que tant qu'on a le principe pollueur, on peut polluer et tant qu'on paye derrière, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pour ça que je trouvais la question intéressante enfin, justement, de ce point de vue-là, de se dire comment est-ce qu'on articule le principe de prévention et le principe pollueur-payeur pour que les deux, ensemble, permettent au maximum d'éviter les pollutions et dans le cas où on ne peut pas les éviter parce que de fait, on vit dans un monde où il y a des industries et où on ne peut pas éviter toutes les pollutions. Et si on les évite ici, elles seront dans des pays tiers dans lesquels ce sera certainement encore moins régulé. Donc avec ce principe un peu de réalité, d'articuler prévention et pollueur-payeur. Et sur la question des PFAS, c'est un peu la limite de l'exercice. Et ce qu'on disait aussi, c'est que c'est des substances qui sont tellement, enfin, qui sont pas régulées à part deux, qui sont régulées au niveau européen. Et donc on se retrouve dans des cas où effectivement, où nous on a pu voir effectivement des industriels qui disaient oui, on en a trouvé pas très loin, mais on n'a pas de, enfin c'est pas sanctionné. Donc du coup, est-ce qu'on doit vraiment le dire à l'administration? Et nous de leur dire, bah oui, bien sûr. Et en même temps, c'est quoi la sanction? Bah, c'est 1 500 € d'amende si vous ne dites pas. Donc, le calcul, il est, j'imagine, assez vite fait, même si je ne suis pas derrière la mise en œuvre. Donc, voilà. Et juste pour répondre à vos questions. Je ne sais pas Très rapidement, si on prend la responsabilité environnementale, on peut être frappé par le peu d'affaires qui ont donné lieu à des condamnations. Euh, donc, les questions de responsabilité applicables aux pollutions, disons, sont quand même extrêmement limitées. En revanche, les taxes environnementales, là, elles sont perçues. Donc, la question de savoir si le taux ou si la base taxable est suffisante pour épouser correctement, prévenir correctement l'occurrence de phénomènes de pollution, ça varie vraiment d'une police, enfin d'une législation à une autre, d'un secteur environnemental à un autre, et d'un État membre à un autre. Et donc là, il faut se référer au rapport des Cours des comptes pour se faire une idée. On fait face, bien entendu, à un manque d'études, d'analyse empirique qui permet finalement de comparer correctement au niveau européen où se trouvent les meilleurs élèves, où se trouvent les mauvais élèves. Merci beaucoup à tous. On va